Le MacBook Pro M2 ouvre le bal. iPad 14 pouces Pro ou pas Pro? Des images qui bougent pour Lightroom. Apple TV+, le soccer aussi. $1 milliard qui repartent dans l'autre sens. Mercredi 15 juin 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 12. Bonjour à toutes et à tous. Les commandes pour le nouveau MacBook Pro 13 pouces M2 démarreront dans la nuit de vendredi à samedi à 2h du matin heure française, en tout cas aux États-Unis. Il sera alors 17h en Californie. Un drôle d'horaire, Fabrice, pour un drôle de Mac dont on ne comprend toujours pas la survie dans la gamme face au MacBook Air M2 pour lequel il faudra attendre encore. Oui, que du bizarre autour de cet ordi. Donc, en fait, quand on regarde un peu sur Twitter, par exemple, personne n'en veut. Tout le monde dit tiens, le nouveau MacBook Pro, surtout à ne pas acheter. C'est vraiment bizarre qu'en plus, quand on fait une petite comparaison de prix, si on le compare au MacBook Pro 14 pouces, alors il est un peu moins cher, sauf que l'entrée de gamme du MacBook Pro 14 pouces, il est muni de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Et donc, du coup, si on met ça sur le MacBook Pro 13 pouces, pour un peu comparer, on n'est plus qu'à 200-300 €. Enfin bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Le seul truc que j'ai éventuellement un peu entendu, c'est que si on fait abstraction de la webcam, qui est pas terrible, et des choses comme ça, c'est que comme il y a un ventilateur dedans, pour ceux qui auraient besoin de faire des tâches pendant longtemps, donc sur un rythme soutenu, pendant plus de 20 minutes, pour faire des exports vidéo par exemple, à ce moment-là, ils pourront avoir toute la puissance tout le temps, sans jamais avoir un petit ralentissement pour cause de chauffe. Mais même ça, c'est vraiment... on coupe les cheveux en quatre, hein, franchement, ça n'a pas de sens pour moi. Je comprends pas l'existence de cet ordi qui, pourtant, d'après Apple, est très bien vendu. On vous a parlé vendredi de l'arrivée possible d'un très grand iPad de 14,1 pouces. Ross Young, à l'origine de la rumeur et qui avait d'abord évoqué un iPad Pro, se reprend dans un tweet réservé à ses super followers payants et parle désormais d'un iPad, simplement, de 14,1 pouces, sans promotion ni mini LED, mais du simple LED. Il maintient la prévision de sortie au deuxième trimestre 2023, Fabrice. Oui, donc du coup, les rumeurs vont bon train, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On sait que le mini LED, c'est aussi une techno qui est encore très chère. Hein. Donc, faut rappeler éventuellement un petit peu ce que c'est. Ça permet de faire des écrans LCD, mais avec des zones beaucoup plus petites pour faire on appelle ça en anglais des dimming zones, D-I-M-M-I-N-G, donc pour avoir des zones un peu plus contrastées où on peut éteindre les mini LED pour avoir des vrais noirs. C'est donc pas tout à fait comme l'OLED, mais on s'en rapproche. Mais on sait que c'est une techno qui est très chère. Et puis peut-être tout simplement que il y a encore la pénurie de composants comme on sait, et donc ça va repousser certaines technologies, dont celle-là. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, l'arrivée d'un iPad de 14 pouces ou plus, on verra bien plus tard, c'est aussi lié et sûrement prévu pour accueillir Stage Manager, pour avoir un iPad qui tire vraiment parti du multifenêtrage qu'on a vu annoncé dans iOS 16. C'est intéressant malgré tout, qu'il soit pro ou pas pro. Des mises à jour pour Lightroom et Lightroom classique sur Mac et iPhone, Windows et Android aussi, mais c'est nettement moins important, évidemment. Principale nouveauté, le support de la vidéo par ce logiciel destiné en premier lieu à la photo, la suppression des yeux rouges et une fonction de comparaison entre images ainsi que plusieurs autres fonctions propulsées par l'intelligence artificielle. Adobe se donne jusqu'au week-end pour que les mises à jour soient concrètement disponibles à tous et partout. Est-ce que tu utilises Lightroom, Fabrice ? Alors non, j'ai utilisé un peu quand les iPhones ont commencé à avoir la possibilité de prendre des photos en mode RAW, RAW, parce que du coup c'est un professionnel pour gérer ces choses-là. Et puis j'ai trouvé que le flux photo du coup devenait très compliqué, donc j'ai abandonné. Puis c'était très lent, j'avais pas encore mon joli Mac M1, etc. Donc c'était trop pour moi. En revanche, ce que je trouve marrant, c'est que le fait que Lightroom puisse s'occuper des fichiers vidéo, alors qu'on soit clair, hein, c'est pas du montage vidéo, c'est de la retouche, c'est-à-dire on peut changer le contraste, la luminosité de toute une vidéo. Alors, les deux choses que ça m'inspire, c'est que c'est rigolo parce que le logiciel photo d'Apple fait ça. Donc on peut changer quelques aspects d'une vidéo comme on le fait pour une photo avec les contrastes, la luminosité et le recadrage et tout ça.
Donc c'est une sorte de rattrapage. Et il y a aussi dedans quelque chose qu'on a évoqué pour iOS 16 et macOS Ventura et tout ça, c'est qu'on peut faire plusieurs modifications sur une photo et donc maintenant sur une vidéo et appliquer le même ensemble de commandes et de modifications sur une autre photo, une autre vidéo. Donc pour avoir du travail en série sur plusieurs fichiers à la fois. Voilà, donc il y a plein de gens qui utilisent Lightroom. Le fait qu'on puisse en fait maintenant faire un peu de vidéo, bah, c'est très bien. Ça me paraît normal en fait. C'est un accord majeur et sur 10 ans que vient de signer Apple aux États-Unis avec la Ligue professionnelle de foot. Alors pas le foot américain, mais bien le soccer, notre foot à nous. À partir de 2023, tous les matchs seront disponibles sur l'App TV contre un abonnement spécifique dont on ne connaît pas encore le prix. Un nombre limité de matchs seront gratuits. Les abonnés Apple TV+ bénéficieront de matchs en plus, sans supplément de prix. Mais donc pour avoir la totale, Fabrice, il faudra payer en plus. Bah, on s'attendait un peu à ce genre de petites choses comme ça, où on s'était déjà dit quand Apple avait commencé à annoncer des accords sportifs de diffusion du baseball et de football américain, c'est que l'abonnement Apple TV+ à 5 € ou 5 $, il y a un moment ça va pas être assez quand même, notamment parce que les droits sportifs sont tellement exorbitants. Moi, ça me rappelle aussi un extrait du bouquin, la biographie de Steve Jobs, dont l'auteur vient de m'échapper évidemment, qui a été paru après sa mort. Et il citait Steve Jobs qui disait ça y est, j'ai trouvé la solution pour la télé, on sait ce que c'est. Voilà. Et il semblerait, alors je sais pas si Tim Cook était dans le secret des dieux Jobs à ce moment-là, mais Apple TV+, ça commence à bien marcher, et si en plus ils ajoutent du sport et ils vont commencer à mettre des petites chaînes en plus pour à 1 ou 2 ou 3 $ en plus pour pouvoir voir du sport, ça va commencer à devenir encore plus rentable qu'aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être ça le secret pour Apple. Et on dit qu'Apple travaille sur un autre accord côté football américain, cette fois pour diffuser le fameux match du dimanche soir. Et puis, dans le carnet de balles des procès contre Apple, voici la valse du $1 milliard. En 2018, l'Union européenne avait condamné Qualcomm, le fabricant entre autres de modems 4G et 5G, à une amende de 997 millions d'euros pour distorsion de concurrence. En cause, les plusieurs milliards de dollars que Qualcomm a payés à Apple entre 2011 et 2016 pour que les iPhones et iPad utilisent exclusivement les puces Qualcomm pour toutes leurs connexions cellulaires. Mais on apprend aujourd'hui que la décision a été renversée en appel en faveur donc de Qualcomm qui va récupérer son milliard. Fabrice, quelles conséquences peut avoir cette décision sur nos appareils ? Alors, aucune. Ce qui est en fait très rigolo là-dedans, parce qu'on parle toujours, dès que ça touche Apple et les autres, c'est à coups de milliards de dollars. On rappelle quand même que Qualcomm a été condamné pour avoir payé Apple plusieurs milliards de dollars pour que Apple utilise les puces de Qualcomm. Attention, accrochez-vous, parce que c'est quand même complètement fou. C'est-à-dire que, j'ai bien dit ça dans le bon ordre, c'est Qualcomm qui paye Apple pour qu'Apple utilise les puces. Je te paye pour que tu m'achètes mes produits. Ouais. Je te donne des sous et tu me le rends, comme ça tu utilises mes trucs. Enfin, c'est du Monopoly, comme quand on joue avec un gamin de 5 ans, quoi. C'est quand même fou. Donc l'Union européenne avait considéré à l'époque que ça empêchait Apple de considérer des concurrents en se disant du coup, puisque je paye rien ou très peu, je vais utiliser Qualcomm et c'est tout, et notamment Intel. Ce qui donne un peu de sel, c'est que depuis, Apple a racheté les activités modem d'Intel pour justement se débarrasser de Qualcomm. Donc ça avait l'air de dire qu'effectivement, il n'y avait pas de distorsion de concurrence tellement, puisque en fait, ça n'a pas empêché Apple d'aller faire ses emplettes ailleurs avec les sous de Qualcomm. Donc c'est ça qui me fait marrer. Donc l'histoire n'est pas finie. Il semblerait que même pour seulement, je mets beaucoup de guillemets naturellement, $1 milliard, il va y avoir encore un pourvoi, puisqu'il reste encore une possibilité pour Apple d'aller chercher une décision judiciaire différente. Donc voilà, de nouveau un procès avec épisode 252 dont on aura la fin dans plusieurs années sûrement. La quotidienne iWeek revient demain.